Alors, c'est des chiffres qui sortent de l'étude qui va vous être présentée cet après-midi de l'Université de Maurice, qui est commanditée à travers Business Mauritius par l'UNDP. Ça peut paraître, alors dépendant de ce que vous connaissez ou pas des chiffres, ça peut paraître soit trop peu, soit pas assez, enfin trop peu, pas assez, ou trop ambitieux en fait. Et je pense que, en fait, on va vraiment le savoir quand on va commencer à regarder ensemble tous ces chiffres-là. Mais en tout cas, on a choisi de choisir ces chiffres et les poser comme vision à Horizon 2026. Les valeurs de notre club: co-construction, innovation, localisme, inclusion et solidarité. Co-construction, parce qu'il est évident qu'on va devoir travailler ensemble, et même la vie du club va se construire avec les membres du club et les changements de filière. On va donc co-construire tout cela en innovant, en ayant toujours à cœur le localisme et l'inclusion et la solidarité. Maintenant, en termes de fonctionnement, Michael l'a dit, on a vraiment des références en la matière que je vais vous présenter maintenant, avant de passer plus en détail sur leur profil. Si on peut changer de slide. Nous avons établi 13 thématiques. On a appelé filières. Des filières qui correspondent à des matériaux, comme vous allez pouvoir le voir, et ensuite des filières qui correspondent aussi à des thématiques. Donc je vais passer rapidement sur ces filières avant que les champions vous soient présentés un peu mieux. D'ailleurs, je tiens à les remercier pour leur engagement et leur présence aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Vous êtes des références et des référents définitivement. Merci beaucoup. Filière générale plastique avec Erkan Konak. PET avec Gérard Merle. HDPE-PP avec Eric Corson. Et bioplastiques avec Raoul Ravel. Définitivement, ne serait-ce que le sujet plastique nécessite l'ensemble de ces personnes de travailler ensemble sur ce sujet des plastiques. Ensuite, on a Ludovic Henry pour la filière carton-papier. On a Frédéric Perpétue pour le verre. On a Bertie Malabar sur les D3E, bien sûr. On a Mathieu Rivette sur toute la thématique des véhicules, que ce soit les batteries, les pneus, les huiles usées. On a Gilles Lapenne sur tout ce qui est déchets du BTP. Bien sûr, Rebecca Espitalier pour le food waste. Victoria Fauve pour la réutilisation. Et là, on passe sur les thématiques, comme vous l'aurez compris. On sort des matériaux, on va vers les thématiques. Et un engagement, un effectif de Pascal, merci, pour toute la dimension des centres commerciaux, dont on va avoir besoin en fait, pour pouvoir activer cette circularité. Et finalement, Riyad qui nous fait l'amitié de se joindre à nous sur toute la thématique data et économie, parce qu'en fait, justement, il faut qu'on ait des données, qu'on ait des avis économiques sur la question. Alors, par rapport à ce qui se fait à la Réunion, c'est clair que nous, on n'est pas avec la vingtaine de filières qui, je pense, Grégory, existent déjà maintenant et sont solidement installées à la Réunion depuis toutes les années que vous avez pu faire. Mais nous, on commence avec 13. C'est un point de départ. C'est des gens qui sont extrêmement compétents et solides dans leur métier, extrêmement engagés. Ils ont été à des réunions avec nous pour préparer aujourd'hui. Ils sont là physiquement aujourd'hui. Donc c'est vraiment, moi je trouve ça beau en fait, de voir la mobilisation autour de ce sujet. Et merci encore à vous. J'aimerais bien qu'on puisse voir, il y a des boules levées, 13 chantons, même ceux qui sont sur Teams, vous pouvez vous lever. Alors, donc Gilles Bertie, Pascal, Ludovic, Rebecca, donc pour ceux qui sont dans la salle et ceux qui voient à travers l'écran, voici donc cette équipe dans l'entreprise. L'organisation, donc leur rôle, force de proposition filière. Alors bien sûr, c'est des spécialistes des filières, donc ils sont force de proposition pour les filières concernées, point de relais, représentation et prise de parole. Alors bien sûr, c'est vraiment en concertation avec un dialogue hyper important avec les autorités qu'on va pouvoir et devoir avancer avec le secteur public. La vie du club. Comme je le dis, on est vraiment dans la co-construction, donc c'est au fur et à mesure des rencontres qu'on va se construire
On part sur 3 à 4 rencontres par an. On va débriefer après cette première rencontre pour établir les plans d'action et les travaux qu'on va engager avant la prochaine rencontre et l'agenda de la prochaine rencontre. Et on va fonctionner en construction continue comme ça. Donc voilà, j'espère vous avoir présenté les choses clairement et je vais repasser le mic à Annika. Alors peut-être juste un petit mot, peut-être vu qu'on a, je vois qu'on a du temps, on peut aussi avoir peut-être vous avez des questions, des choses que vous auriez, des commentaires par rapport à ce qu'on vient de dire. Pourquoi club? Déjà à l'époque, en 2018-2019, quand on a lancé le club des entrepreneurs de la transition énergétique, à Business Mauritius, on a vraiment voulu positionner le lieu de fédérer toutes les synergies, comme on dit là pour l'économie circulaire, et de tous ceux qui souhaitent entreprendre cette économie circulaire ou cette transition énergétique pour notre club. Et entreprendre au sens le plus large possible. Les entrepreneurs du secteur privé, mais aussi les entrepreneurs de ceux qui font dans le secteur public. Et vous allez entendre un représentant juste après, le monde académique, qu'on a avec l'Université de Maurice sur l'économie circulaire, le monde académique qu'on a avec l'Université de Mascarel sur la transition énergétique, et toute cette plateforme de ONG, associations, jusqu'à à la société civile au sens large. C'est bien, pour ça qu'on a choisi le mot club, c'est ni une association, ni une fédération, ni un parti. C'est l'idée de pouvoir simplement se rencontrer, échanger et de définir ensemble des positions. Je ne sais pas si c'était écrit dans une slide ou peut-être qu'on ne l'a pas mis ici, mais tout comme le club de la transition énergétique, au mois d'avril dernier, a affiché un position paper dans le cadre du budget national, on s'entend de pouvoir se rassembler encore durant les mois qui viennent pour préparer un position paper sur l'économie circulaire. Et merci à Caroline de prendre le lead de ce club. Merci aux 13 champions. Ça nous donne du confort à nous, Chérie, Bruno, moi-même, parce que nous, on est dans des organisations, on a un dialogue permanent avec les autorités publiques, et d'avoir l'ensemble des acteurs qui aussi se mobilisent et qui incarnent le sujet tous les jours, ça va être un décuplage total de beaucoup plus de puissance et d'énergie. Est-ce que vous auriez des questions ou des commentaires par rapport à ce club? On a des slides, nous, qu'on peut passer en attendant que les commentaires arrivent. On a des slides de certains de ces champions qui ont déjà affiché quelques verbatives que vous pouvez lire. Et moi, ça m'intéressait aussi de pouvoir peut-être échanger avec vous si vous avez des questions, ou même Bruno, Chérie, si vous avez des questions. Si l'équipe peut juste passer les slides pour se dire une petite déclaration. Et d'abord, on a un commentaire. Je peux passer. Non. Et chaque fois-ci, s'il y a des questions sur la live. Je vais me permettre, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que je ne suis pas légitime. On aurait vraiment évidemment entendu des questions de vos industries. Grégory Martin, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, pour nous, c'est un moment très marquant. Il y a des années où nous travaillons sur le sujet de gestion énergétique, de transition écologique. On se fréquente au quotidien avec vos industries, mais également votre secteur public. Et vraiment, ce qu'on veut passer comme message, c'est celui de dire qu'on a un Green Deal entre nos deux îles. Et aujourd'hui, je pense que nos amis qui vont parler plus longuement, mais voilà, c'est cette histoire qu'on doit écrire ensemble. Et on est plein de côté, on continue à construire la zone Saint-Indien. Merci pour l'accueil que vous réservez à nous, au secteur public, mais aussi à nos institutions et nos entreprises. Bravo et longue vie au club. Vous voyez ce qui a été déclaré déjà par certains de nos champions, une information que vous pourrez retrouver après sur nos réseaux sociaux ou même dans l'enregistrement live qu'on est en train de faire. Aussi pour dire que ces champions sont des points relais, en fait, pour vous qui êtes aujourd'hui avec nous et pour ceux qui sont en ligne et même pour ceux qui viendront après. L'idée n'est pas d'avoir un club fermé, l'idée est d'avoir le maximum de contacts possible pour qu'on se rassemble, tout le monde soit au courant, tout le monde ait la même information, tout le monde ait la même newsletter, etc. Mais les champions sont des points relais pour vous. Souvent, suivant les filières qui sont ici, qui ont été affichées, n'hésitez pas à les contacter, ils sont déjà au courant. Ils doivent peut-être être un petit peu harcelés.
Mais voilà, les contacter pour que les informations remontent vers ces champions à travers toutes les filières, toutes les thématiques, et que nous, après, au niveau du club, au niveau des organisations que nous représentons, nous pouvons mieux faire ce qu'on appelle en anglais policy making. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je passe justement avec un policy maker qui est avec nous en ligne. Donc, le docteur Zoumar Bentou, qui nous a fait la joie, en fait, puisque Zoumar représente le Solid Waste Management Division du ministère de l'Environnement, donc il est avec nous à distance. Et pour ceux qui en ont entendu parler et qui ont longtemps rêvé d'avoir une présentation, c'est une fameuse stratégie nationale de gestion des déchets solides qui avait démarré déjà en 2017. Moi, je reconnais certains visages qui participaient déjà dans les ateliers de consultation. 2017, une phase 1, fin 2020-2021, une phase 2. Donc c'est cette présentation que nous accorde aujourd'hui, je ne sais pas trop si c'est une première, peut-être que le ministère l'a déjà faite plutôt côté public, secteur public. Mais là, en tout cas, avec tous les partenaires privés, associations, ONG, c'est un grand plaisir de pouvoir avoir cette présentation de la nouvelle stratégie de gestion des déchets solides au niveau national. Zoumar, merci beaucoup et je te laisse la parole. In English or in French, as you want. Alors, merci beaucoup, Michael, pour cette introduction. Donc, je peux vous dire que je représente M. Libération aujourd'hui qui n'a pu être présent à cet événement, car il est évident, justement, l'inauguration de la deuxième déchetterie à l'île Maurice qui se situe à Alma. Donc, sans plus tarder, je vais passer à la présentation qui sera, heureusement, certains malheureusement ou deux en anglais. Et comment procéder, Michael? Est-ce que vous allez mettre la présentation? Comment procéder? Alors, la présentation est déjà affichée. Ouais. Ok. Et tu as juste besoin de nous dire suivant et on fera les sessions. Next. Ok. Next slide, please. Merci. So the presentation is actually structured around three main aspects. First of all, we're going to have institutional analysis of solid waste in Mauritius. We'll then move on to the new solid waste management strategy, phases 1 and 2. And finally, we'll conclude with some projects in W3, which are in line with the principles of circular economy. And next slide, please. Yeah. So, as you can see from the background on solid waste, in the 2022, we generated nearly 510,000 tons of solid waste. This represented an average increase of 2% in the past 10 years. And if you can see the graph for 2019 and 2018, the amount of solid waste generated was actually higher than that in 2020. The main reason behind is that for 2020 we had the lockdown period in Mauritius, and this explained the decrease in the waste generation. Next slide. So basically, we started a different study carried out by the University of Mauritius in 2020. We can observe that our waste, the municipal solid waste, still consists of majority of organic waste, that is food waste and yard waste. This is very closely by recyclable materials, that is paper, plastics, metals, glass, and textile. The remaining around 5% is residual waste. Next slide. Yeah, moving into what is the University of Mauritius as most of you may be aware. Most of our waste that is being collected is being disposed at the wash presently. We have a network of 5 disposal stations across the island. So once the collection vehicles from the local authorities collect the waste, these transit through one of these transfer stations for to disposal at the wash presently. And for the waste located in the southern part of the island, the waste are directly disposed at the wash presently. And for the past years, we have been 97% of the waste that have been generated have been recycled, and in India, 3% is currently recycled. Next slide, please. So, with that in mind, that only 3% is recycled, the Ministry decided back in 2017 to develop a new solid waste management strategy that produces a resource recovery and recycling. So, the strategy was for a time of 5 years. And with financial assistance from the Agence Française de Développement, we have been able to develop a consultancy strategy which consisted of 2 phases. So phase 1 was mainly the preparation of the strategy and action plan, and phase 2 was
and combine feasibility study on original acoustic consensus units. So the consultants for the consultancy study was Phases 1, Phases 2 were tractable energy. Initially this was Decorum, and the developer consultant was responsible for Roches. Next slide. Sorry, next. This is the previous one. Yeah, thank you. So phase 1 of the consultancy study, as I said, was about developing a strategy and action plan. And as Miguel said earlier, this was back in 2017. We had 2 workshops, and many of the stakeholders were present today in the event hosted by Access Projects were present during those 2 workshops. And we had consultations with the administrators, the private sector, and different NGOs. So as part of phase 1 of the consultancy study, the consultants submitted 3 deliverables in the exceptional report, the detailed report, and the strategic document itself. Next slide. So the strategy itself focuses on 5 strategic areas. This will develop based on what is being recommended in the waste management area. So the strategic area 1 is about promoting responsible consumption and production. This is based on waste prevention, waste reduction, and waste minimizing, and waste reuse. Then strategic area 2 focuses on recycling. This is recycling and composting. Strategic area 3 is about tapping the energy recovery potentials in EPS. Here we talk about biological waste energy, such as anaerobic digestion, and eventually, probably, or in the long term, maybe thermal waste energy. Then our strategic area 4, which talks about disposal. So any technologies that the Ministry of Environment or anyone is going to implement, we will always have certain residual waste which we need to dispose. So we need to ensure that we have a proper disposal capacity abundant with, and this is what strategic area 4 is all about. And finally, strategic area 5 is cross-cutting across the 4 strategic areas and talks about information, education, and awareness. And next slide. So I'll go briefly about the different strategic areas. So the first one, which I mentioned about prevention and environmental responsible consumption. As you can see, we have different tasks that have been recommended by consultants in this strategic area. The first one is financial tools for waste reduction and prevention. Example, we can talk about KP tax, we can talk about environmental protection fee. We have also prevention packaging, as the Ministry also came up with a value of single-use plastics. Probably could extend that to other plastic products. Of course, we have to discussion with the different stakeholders in the private sector. The fourth one is about extension to the safety concept to other products. For example, we already have in-glass bottles. We are also considering about putting it on PET bottles. And finally, in the DC strategic area, we have harmonization of the Development Act and the Environment Protection Act. Because under these 2 acts, we have different pieces of provisions about waste management, but we need to ensure that all these are harmonized. Next slide. With regards to the second strategic area, which is about the resource recovery, and also the one that the Ministry is moving towards implementation. So we are talking about primary storage and collection, which is waste segregation of the source for the provision of at least 3 bins. One will be for recyclable materials, one for organic waste, and one for residual waste. We are also moving towards material recovery facilities, that is the setting up of community centers, sorting centers, recycling centers, and composting plants. Then we have financial tools for waste collection. Actually, we don't pay anything for waste collection. We could anticipate it in the long term, again, after discussions with all stakeholders. Then we have alternate developmental regulations. For example, we are currently updating our waste power regulations. We are also updating our hazardous waste regulations, and we are also planning on developing a regulation for the management of construction and demolition waste. Next slide. With regards to strategic area 2, which is about tapping the energy recovery potential of waste, we have to note that prior to moving towards energy recovery of waste, we are going to primarily towards material recovery. Once material recovery has been specified, then and it has a rigid plateau, then we are going to consider waste energy. But again, here about waste energy, we need to differentiate between biological and thermal. Biological, for example, anaerobic digestion, and thermal waste energy, we are talking about either pyrolysis or acidification or incineration.
But prior to the development of unique waste-to-energy or implementation of waste-to-energy technologies, we need to ensure that we have a proper waste characterization study, and this needs to be updated. We also need to set up the proper framework for waste-to-energy, and finally, the most important, we need to have a proper feasibility study to tackle both the aspects of the technical aspect, the environmental, the economic, and also the social acceptability. We are not going to move towards waste-to-energy without prior consultations with the public, with the private sector, and with all relevant NGOs. Next slide, please. For regards to the adequate disposal infrastructure, as I mentioned earlier, no matter what technology we are going to implement in Mauritius and also around the world, we will always have some residual waste. So, in order to ensure that we do not face with a waste disposal crisis, as most of you are already aware of Mauritius' central and phase routine saturation, so the ministry has decided to involve a virtual expansion of the Mauritius landfill because we don't have any other sites for waste disposal, so we are doing the virtual expansion of the Mauritius landfill, and this will provide us with waste disposal capacity for at least 10 years. Now, the 10 years is a business as usual scenario, but if we remove our source lighting or source recovery, and now the concept of circular economy, so this 10 years is going to be extended. And we also have, and our government consultants have also recommended that we have some financing tools for waste disposal, because currently we don't have any available for disposal of waste, probably we're going to consider that in the future, but for household industry. For household for the other industrial centers, and then also how to with the environmental framework for waste facility, because we need to do that in waste facility, not necessarily regard to disposal, but for mini waste management of waste infrastructure, we need to ensure that it is within the recommended guidelines as estimated by the Ministry of the Department of Environment. So next slide. Strategy 5. Strategy Area 5 about the information education and communication is about ensuring that the strategy is being implemented. We develop appropriate tools, and that there is all the those strategy areas that are being implemented. This needs to be disseminated to the relevant stakeholders through a proper networking platform, and we also need to enhance the marketing of recycled labels, maybe plastics correct. Then we also need to have a proper capacity building and enforcement of, for example, the police environment, or even the staff of the service management division and the local authorities. And finally, we need to sensitize and create an awareness raising among the general public, among the youth, and this is being done through sports activities and other religious activities. Next slide. So we're going to phase 2 of the strategy. Well, as Michael said, we started back in 2017, but we were looking at over to 2020. Now, don't ask me what is the reason behind this big gap, because this is more of a UMC decision, which I'm not able to give reasons about that. So we eventually obtained the guideline over to phase 2 in July 2020, and phase 2 of the discussions with the consultants, we started phase 2 in November 2020. The main components of the junction reference for phase 2 of the consultancy study was to prepare conceptual designs as in of the original composting plant and the sorting unit. The feasibility also to get an evaluation of the market potential, for example, for compost and the other recyclable materials, such as paper, plastics, metals, glass, etc. The feasibility study also made a detailed economic and financial cost benefit analysis, as well as taking into consideration the investment cost of the different infrastructure that is the composting plant and sorting unit. And another element of the GPR was for the consultant to provide recommendations on the private sector collaboration and partnerships. So as part of phase 2, the consultant submitted 2 reports. The first one was an inception report. The second one was an intermediate report, and finally this submitted a feasibility report. Next slide. So the main recommendations on the feasibility study report from the consultants were to proceed with the setting up of original composting plants and sorting units. Yeah, I have to probably mention what we mean by sorting unit. The first one was most of you are already well acquainted with. The sorting unit is a facility whereby all the recyclables that will be collected from household will be directed to the sorting unit,
And from there on, the different components, that is the paper, plastics, the glass, the metals will be separated, and these will probably be sent to cycles. Secondly, the other consultants recommended that we have to start with basic level processes, things that we already were able to do. We don't need to move in the short term with highly automated systems. And then, as we move on, we'll probably move to the scale towards more automated systems. And again, the consultants also recommended that we have to favor the emergency processes. So this not only create green jobs, but also ensure that the labor, the personnel gets the required skills in time. Finally, the consultants also recommended that we may eventually launch our documents separately, so sorting unit and purposing separately, or as one, this will be like the manuscript. And they also recommended that the purposing sorting unit is set on a public-private partnership basis. And finally, the consultants recommended that we need to proceed towards waste evolution at source. So we are going to provide different ways to have source. One will be for organic waste, that is the food waste and dog waste. One for the recyclable materials, that is the plastics, the glass, etc. And one will be for residual waste. So the organic waste will be eventually collected separately and directed towards the composting plant. The recyclables will be collected and directed sorting in for further separation. And the residual waste will be sent to the wash table. Next slide. So this is what is about the history of the strategy. Now where we don't have the Ministry has a feasibility study report. So since we are doing in a PPP basis, one of the procedures that the PPP is to recruit a transactional advisor who will prepare a supplementary feasibility to spend that's very technical, but mostly commercial and contractual conditions, and also prepare a proposal document, which the Ministry will eventually launch so as to invite potential leaders and promoters to set up and operate a investing fund and sorting unit on a weekly basis. So as we are talking, the procurement process for the transactional advisor is still underway. We expect that the consulting services of the transactional advisor will start by November, probably by before the end of November. And the consultancy will submit its RFP in 2022. We will then launch the demand and we have all the procurement procedures, evaluation, etc. And then we hope to award the contract for the construction of the public investing fund sorting in by November 2020. And we have research bonds, so we expect that, and with all the licenses, etc. We expect that it is going to take some 18 months for the construction, and we expect that the operation will be investing fund and sorting will be by maybe 2024. So this is what we are planning. It could be earlier than that, it could be later than that. Next slide. So the reasons that the consultants have worked in this study is for the northern part and the western part of the island. So the northern part is going to cover the region of the H1 block of producers and food. And for the western part, it is going to cover the Western Brazil, Cameroon, and Africa, Pakistan, and Europe. Next slide. So this is about the strategy of the strategy that was developed for the Ministry in terms of solid waste management. And now we're going to talk about some of the ongoing projects by the Ministry, which actually emanate from the strategy to itself, which are now circulating on. Next slide. Yeah. So as you already are aware, the Ministry is moving towards the setting up of community centres, which is essentially a facility whereby household commercial centres and small and medium enterprises may dispose on segregated waste, such as plastics, cotton, personal nutrition waste, vegetable stores, etc., at the community centres. From there on, we have signed and reviewed the different processes for the collection of these waste materials. So the first community centre has been constructed at La Chaudière since and is operational since November 18th of November 2020. We have also constructed a second community centre at Talon Transfer Station, and the review is for itself. And we have also done 2 more community centres at Rochefort and Transfer Station. Next slide. So here's some pictures of the community centres. We have the first one is at La Chaudière.
And the second one is that the Lubavitch is related to this. Next slide. It's a very important level is we have is an document about technical use by this processing facility in related cases. We estimate that around 4,500 to 5,000 tons of these areas are generated annually. And in another concept also maybe that the government is also promoting, the Ministry of Finance came up with a financial incentive in the financial year 2019-2020 with regards to the provision of 2,000 rupees per ton of use values in cycle for recycling. And in the budget for financial year 2020-2021, it came up with another financial incentive of 25 rupees for each value in retrofit. Because the first incentive is with the retrofit, so if you don't go retrofit for the second incentive. So what the ministry has done, we have launched a request for proposal document to invite the potential project promoters to set up a use values processing facility with these measures. So this can be either processing of the use value responsible patient or processing of the use values to the itself. So the development process is still ongoing for this project. Next slide. Yann, il te reste une petite minute. Okay. So the next project, which is not something that can be set in Europe, because we have had presentation from Cecilia business projects, and I think those are the all for the project. The next slide. The next project is about the setting up startup facility for urban vehicles. We already have our students, and they already have a feasibility study for this project, and the project is funded by the European Union. Next slide. Finally, we already have a feasibility study for potential anaerobic reduction of the organic trash consideration Mauritius. Again, this consultancy study is underway, and for those who are not well acquainted with, the anaerobic reduction process is a process for organic waste produced by gas, which can be used to produce electrical energy. So this project has started in April and will be completed by February 2022, and this project is implemented by the Climate Research Network, which is operating on the United Nations Framework Convention on Climate Change. So this brings me to the end of the presentation, and if you have any questions, I'm willing to answer. Merci beaucoup, Thomas. Très clair comme présentation. Effectivement, ce que je disais au démarrage de son intervention, c'est vraiment la nouvelle stratégie. Donc pour ceux qui n'en avaient pas connaissance, nous en tout cas, on découvre aussi. Première réaction pour moi, ça serait de dire à Zomar, qui représente aussi M. Biracci du Solid Waste Management Division, le directeur, c'est qu'on a aujourd'hui, au niveau du club, avec ces 13 filières, ces 13 champions, toute la volonté et toute la disponibilité en fait, d'échanger avec le Solid Waste Management Division dans l'implémentation de cette stratégie, filière par filière. On a bien compris qu'il y avait différents axes stratégiques qui avaient été établis 2017-2018, puis un laps de temps dont on ignore la raison, et ensuite donc, on repart sur l'implémentation avec des études de faisabilité. Les études de faisabilité sont extrêmement intéressantes dans la méthodologie puisque ça nous permet de tester les choses et de voir aussi l'appétit du marché. Et donc voilà, comme je l'ai mentionné déjà, la première réaction c'est que le club est entièrement à disposition du Solid Waste Management Division. C'est le lieu, merci d'avoir accepté de présenter ce travail qui était au niveau du ministère depuis quelques temps. Et le point est de vraiment dire que les appels d'offres, c'est les appels d'offres, les tenders, c'est les tenders, ça n'y a pas de souci. Ça ne nous concerne pas vraiment, puisque c'est une relation commerciale. Mais par contre, de parler stratégie, de parler filière et de parler écosystème, on est vraiment à disposition. Voilà une première réaction. Je voudrais juste ouvrir, je crois que c'est quelqu'un qui passe au micro, mais juste garder bien vos micros fermés pour ceux qui n'interviennent pas. Juste ouvrir à des commentaires, ou à des réactions, des questions, puisqu'en plus on a du temps, Zora, elle a vraiment bien tenu son chrono. Je ne sais pas si vous voulez exprimer quelque chose. C'est aussi le but du club. Hein. Peut-être que le fait d'être à distance, ça fait une présentation pas forcément agréable à suivre de bout en bout, mais
l'état d'esprit du club, c'est de pouvoir être dans l'interaction et les échanges croisés. N'hésitez pas. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, moi, c'est Vitaya de Zero Waste Mauritius Citizen Initiative et de The Good Shop Repair Revenue. Alors, déjà, je voulais dire bravo. Je pense qu'on attendait tous cette présentation pour savoir comment ça se passait un peu, ce que vous allez mettre en place. Et je pense qu'on attendait ces solutions depuis longtemps. Alors, moi, j'ai plein de questions, mais je vais juste en poser une. Alors, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec le public. Je sais que quelque chose qui est super important, c'est tout ce qui est transparence. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'on aura les infos qui seront ouvertes publiquement de où vont tous ces recyclables, en fait, surtout quand on parle des déchetteries. Donc, on sait qu'on vient déposer du papier, du plastique, mais est-ce que ce sera disponible au public de savoir où vont tous ces déchets et qu'est-ce qui devient, en fait? Parce que je réalise aussi que cette transparence, c'est ça qui donne confiance au public, parce que quand on ne sait pas où ça va, en tant que monsieur et madame tout le monde, je ne connais pas grand-chose au recyclable, ben, j'ai un peu des doutes. Mais de savoir exactement où le déchet va et qu'est-ce qu'il devient exactement, ça donne confiance. Donc, est-ce que ces informations seront rendues publiques bientôt? Merci pour la question. Pour la DGT située à la Chaudière, nous avons signé des mémorandums of understanding avec des recycleurs enregistrés auprès du ministère. Pour le plastique, par exemple, nous avons des recyclers. Pour l'huile usée, nous avons Virgin Oil. Pour les bouteilles en PET, nous avons Pipette. Et pour le bois, nous avons Pallet Pod. Et pour les ferrailles, nous avons Sam. Si vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport à ces compagnies, vous pouvez toujours nous écrire et on va vous répondre. Et je peux juste ajouter que pour la déchetterie qui est située à la Dora, nous avons aussi envoyé des expressions d'interest aux recycleurs. Donc ceux qui vont venir avec nous, ils vont exprimer leurs intérêts, nous avons signé des MOU avec eux, c'est-à-dire un recycleur par matière. Bonjour. Il y a un commentaire. Moi, c'est Marie-Annick. J'ai vu une bonne nouvelle dans la stratégie, c'est que finalement, enfin, on va donner des poubelles de tri, donc à sauce dans les familles, dans les foyers. Et je voulais savoir comment est-ce que vous comptez déployer, est-ce que vous allez prendre des projets pilotes par endroit, est-ce que les municipalités vont avoir les poubelles pour partager, comment ça va se passer? Et la logistique derrière. Merci pour la question. Avant tout, on doit avoir une réunion de travail avec toutes les autres autorités. Par exemple, si on bouge pour commencer dans la région de l'Ouest de l'île, nous avons 5 autorités. L'autorité de Rivière-Noire, de Bassin-Rosé, de Cap-Tourne, de la Phoenix et Corté. Il faut s'asseoir avec eux et discuter comment ils, parce que c'est eux qui vont faire la distribution. Donc, nous allons avoir des sessions de travail avec les différentes autorités. Ensuite, on va décider de la recherche. J'ai compris, c'est 2 projets pilotes, Ouest-Nord, avec les stations de transfert qui sont dans ces zones-là, qui vont petit à petit devenir des centres de tri. Ah non, ça veut dire facility, je dis. Et ça veut dire implémentation dans le budget. Demain, en fait, c'était par rapport au financement, mais je suppose que c'est du budget national. C'est le budget national aussi, mais c'est aussi par rapport à la logistique, ce sont les autorités locales qui vont distribuer les poubelles. Donc, on veut pas, il faudra bien travailler avec eux. Donc, c'est eux qui vont, comme c'est une idée, par rapport à comment faire la distribution. Parce qu'ils connaissent toutes les régions de chaque autorité. Donc, c'est eux qui sont. Mais juste pour corriger quelque chose dont tu viens de parler, les stations de transfert ne vont pas être converties en des unités de tri. Donc, on va lancer un appel d'offres pour moteur à venir, c'est lui qui va proposer où ça il veut installer et opérer des centres de tri et le centre de compostage, pas aux stations de transfert. D'accord. Donc, dans l'appel d'offres, ce serait spécifiquement. Il faudra trouver le lieu, enfin, que le secteur privé qui répond trouve le lieu pour accommoder ces déchets recyclables.
J'ai un de commentaires, si vous voulez juste vous présenter en même temps. Merci. Donc, Ken Djogou, Cap Tamara. J'aurais voulu savoir par rapport au Civic Amenity Center, est-ce qu'ils sont déjà géolocalisés, est-ce qu'on sait où ils vont être, ou alors c'est dans la stratégie avec les appels d'offres? Bon, dans le court terme, on a prévu de mettre des déchetteries dans les 4 stations de transfert, c'est-à-dire à Chevet, on a déjà construit, alors aujourd'hui elle devient opérationnelle. On a ensuite pensé aux stations de transfert de Goudreau et ensuite à Rochefort. Mais nous travaillons actuellement avec le secteur privé, il y a même, je crois, Smart City de Moka, pour mettre en place de ces déchetteries. Merci. Il y a une autre question là-bas. Alors, j'avais bien levé juste là-bas, et après je viendrai avec Pierre. Tu peux prendre. Il y a encore 2 commentaires, vous en avez peut-être encore 2. Oui, bonjour, Eric Corson de Pin Limited. Dans votre présentation, vous parlez de financial incentive. Il existe, je sais, des schemes pour le PET. Vous parlez aussi pour les pneus de, je crois, 2500 kilotonnes. Est-ce que vous comptez mettre quelque chose en place pour les acteurs, les véritables acteurs de l'économie circulaire, pour des véritables recycleurs, qui convertissent réellement les déchets localement en nouveaux produits, donc éventuellement réutilisables? Merci. Bon, dans le budget pour l'année financière, je crois que c'était 2019-2020 ou 2021, le ministère des Finances avait mis une financial incentive de, je crois, 300 000 tonnes pour chaque tonne de déchets qui sera pris d'une station de transfert pour être recyclé. Mais ce que j'ai compris avec le ministère des Finances, on n'a pas encore mis le mécanisme, comment ça va fonctionner, mais il y a cette financial incentive qui est en place. Il faut juste développer le mécanisme, comment on va faire. Bon. J'ai un commentaire de Pierre de Médici. Il y a une autre question. Encore. C'est les 2 dernières que je prendrai, puis on peut continuer après. Donc, Pierre Falavier de l'UNDI. Pierre, je ne suis pas UNDI, je suis UN, ensemble des agences. Pardon. Juste une question, s'il vous plaît. Merci pour cette présentation. Quel est le lien? Est-ce que vous avez un lien, par exemple, avec ce que cherche à faire le ministère de l'Agro-Industrie dans la promotion, entre autres, des engrais naturels et du compost, puisqu'ils aimeraient pouvoir produire plus ici, entre autres, de tout ce qui, pour l'instant, atterrit sur le landfill? Est-ce que votre stratégie est reliée avec ce que veut faire le ministère de l'Agro-Industrie et puis aussi le ministère de la Gouvernance locale? Effectivement, pour développer la stratégie, nous consultons une session de travail avec le ministère de l'Agro-Industrie, notamment le Paris, et par rapport au mauvais study qu'ils ont fait par rapport au compost et la demande actuelle à l'île Maurice. Et je sais aussi que je crois que le ministère de l'Agro-Industrie a mis de l'avant un compost study, c'est ce que j'ai compris. Mais définitivement, après que le compost sera produit, c'est à travers le ministère de l'Agro-Industrie, notamment peut-être travailler aussi qu'on saura plus quel est le marché, et à travers eux, on pourra aussi vendre le produit. Martine, Simon de Ministère. Et le dernier. Encore 2 commentaires, Thomas. Bon après-midi, merci pour cette présentation-là. Donc, par rapport à la première déchetterie, je voudrais savoir si vous avez un retour d'expérience à nous partager, parce que ça fait déjà 1 an. Et deuxième question, c'est par rapport à la déchetterie toujours, est-ce que les autres déchetteries auront des appels d'offres avec différents acteurs pour ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier en termes de recyclage et de recyclage? Merci. Pour la première déchetterie, effectivement, nous avons signé un memorandum understanding avec Polypet. Et je n'ai pas les chiffres exacts, je peux revenir vers vous après, mais les bouteilles en PET qui sont rentrées, ils sont sortis. Donc ils ont été pris par Polypet. Et pour la deuxième question, on ne peut pas sélecter des récipients spécifiques, donc on lance l'appel d'offres. Ceux qui viennent en premier, on signe des MOU avec eux. Mais pour la petite histoire, comme par hasard, ceux qui ont été sélectionnés pour la première déchetterie ne sont pas ceux qui ont été sélectionnés pour la deuxième. Le hasard a fait
que ceux qui n'étaient pas sélectés pour la première déchetterie ont soumis leur intérêt au premier, pour la deuxième. Un dernier point, pardon. Jacques Randy pour le Journal des Archipels. J'ai noté dans le point 1 de vos stratégies une évolution de la loi concernant les déchets hydrocarbures. Ça me rappelle une histoire malheureuse en 2019, je crois, sur l'arrivée, le départ aussitôt de Veolia, qui avait un projet de recyclage, d'élimination des déchets et de recyclage de déchets d'hydrocarbures, des pétroliers notamment, qui devaient en faire des hydrocarbures green, entre guillemets, puisque produits ici. Donc ils sont partis aussitôt. Est-ce que c'est dû au fait que la législation n'était pas encore en place pour cette raison qui serait partie donc? Non, c'est pas par rapport à cette raison, c'est plutôt si le lien est venu de l'avant, il aurait dû avoir peut-être un lien, il n'était pas pour ce projet spécifiquement, et c'est pas par rapport à cette législation. Merci. Alors si on n'a plus de commentaires, donc merci beaucoup en tout cas, Dr Zoma Bandou, de nous avoir fait cette présentation. L'ensemble des documents, on pourra les repartager par email à tout l'ensemble du club. Nos salutations à M. Biracci, et je pense qu'on aura le plaisir de l'avoir dans une prochaine réunion. Si j'ai bien compris, il est en train d'inaugurer la déchetterie de la Loire. C'est ça, avec le ministre. Et donc, au plaisir de vous réavoir. Et puis, si en tout cas tu peux rester avec nous pour la suite, nous, on va continuer donc dans la partie numéro 3, parce que là, on a déjà été dans la partie numéro 3. Merci à Caroline Petit-Chéri, si vous voulez être assise en bas pour pouvoir suivre peut-être plus facilement à l'écran. Et donc, cette partie 3, en fait, va être présentée par Riyad Sultan de l'Université de Maurice, mais qui a travaillé sur ce projet en tant que consultant. En fait, Business Mauritius, avec le soutien de l'UNDP et du gouvernement du Japon, a réalisé en fait une étude sur la modélisation macroéconomique de l'économie circulaire et quel impact en fait. Et donc Riyad a été recruté en tant que consultant, avec un deuxième dont on mentionnera durant sa présentation. Et donc pour nous c'était extrêmement important puisqu'on voulait avoir aussi le monde académique qui rejoigne le club. En plus de Riyad, il y a deux autres lectureurs, professeurs qui sont à distance de l'université, donc pour ceux qui connaissent, un Dinesh Sorop, et Mahen Gourouchan qui est aussi connecté avec nous. Et ça sera l'occasion aussi de continuer à travailler entre la données, sciences et économie au niveau du club. Alors, Riyad, 15 minutes pour toujours avoir aussi un temps d'échange autour des données présentées. Toi de voir si tu veux venir ici pour avoir une meilleure visibilité sur l'écran ou comme tu veux. Voilà. La présentation est déjà sur l'écran. Et à la limite, si tu veux rester, je vais rester aussi, ce sera jamais. Merci. Merci, Michael, et merci Lisa. Oui. Et l'organisation de toutes les institutions qui ont pris part pour organiser des lectures et de m'inviter à présenter. J'ai 15 minutes. Alors, comme vous savez, l'économie, nous sommes dans cette modélisation, et c'est un peu les chiffres, c'est un peu la programmation. Alors, on va essayer d'être un peu très simple. On m'a demandé de présenter un petit peu cette méthode qu'on utilise. Alors, on va concentrer peut-être 2 ou 3 minutes sur cette approche, et à ce moment-là, je vais présenter les résultats. Juste pour être un petit peu aligné avec le rapport, je le fais en anglais, mais pas sans français en anglais. C'est juste pour présenter cette méthode qui est, je pense, le but de cette présentation. Okay, alors, voilà. Alors, cette approche, c'est ce qu'on appelle entrée-sortie. Entrée-sortie, c'est plus connu pour input-output model. Hein? Et c'est ce qu'on a utilisé pour avoir l'impact de Covid sur plusieurs secteurs. Et alors, celui-là, next slide. Alors, on commence avec cette table. Hein? J'ai fait cette présentation plusieurs lieux.
Alors, vous avez, ça c'est un petit peu l'industrie. Hein. Vous avez trois, l'agriculture, manufacturing, services, et manufacturing, agriculture, manufacturing, services. Alors là, vous avez vertical et nous avons horizontal. Alors, quand vous lisez horizontal, c'est qu'est-ce que l'industrie a vendu. Alors, ici, là, vous voyez, l'agriculture a vendu 13. Agriculture a vendu 27. Agriculture a vendu 60. Horizontal. Et nous avons exportation, tout ça. Mais quand vous lisez vertical, c'est qu'est-ce que l'agriculture a acheté. Alors, agriculture a acheté 13 avec lui-même, 25 avec manufacturing et 50 avec services. Cette table, c'est ce qu'on appelle l'entrée-sortie, table entrée-sortie, le input-output table. D'accord? Alors là, vous avez tout l'économie en entier. Maintenant, s'il y a une augmentation de la demande, le next slide. Alors, je commence avec l'agriculture. Ce n'est pas justement l'agriculture qui augmente. Pourquoi? Parce que l'agriculture utilise les inputs du manufacturing, input of services. Alors, next slide. Ce qui veut dire que l'agriculture devient 140, hein, sans compter. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est la demande de manufacturier, c'est la demande de services, and all the sectors that increase. Alors, next slide. Vous allez voir, manufacturing increases, ce qui veut dire que là, nous avons une augmentation, pas juste du manufacturing sector, mais aussi agriculture encore une fois, services, et c'est ce qu'on appelle le multiplier. Et ça, c'est l'économie wide effect. Et next slide, je veux plus vite. Ça, le input-output table is published every 5 years. Alors, vous avez cette programmation, c'est dans le système de National Account. Tous les pays dans le monde, the Statistics Mauritius published it. It forms part of the system of National Account. Et là, vous voyez, à Maurice, nous avons 26 secteurs. Alors, next slide. So you have everything, the economic structure of Mauritius. At the bottom, vous avez la taxation. How much taxation you are getting from each sector. And then we go down, vous avez le total output. En même temps, nous avons le value added. So next slide. Un petit peu plus vite. Alors, the total, un petit peu plus, next slide. So the total, là, vous allez avoir the gross value added. So this should correspond to the GDP of Mauritius. So the whole structure of Mauritius is there. Alors, le GDP que vous voyez total, 329, that should coincide with what it is published. S'il y a une différence, ce qui veut dire que the economic growth will be affected, c'est toute l'économie, it's a wrong data. Alors, ça doit être montré dedans, it has to coincide. And next slide. Alors, vous avez l'exportation, vous avez l'investissement, vous avez le gouvernement, household, c'est en grosso modo how the GDP of Mauritius is structured. So we use this kind of modeling, which we call input-output analysis, in order to analyze if you invest in one sector, what's going to happen directly, but in all the economy. So the United Nations, UNDP, that recruited me last year to find what is the impact of COVID. So we've used that, and before the 15.8, we got 14.8. So it was more or less the same. So we got our estimate from this. The IMF used an econometric model, I think got 11. The World Bank used again an econometric, but we have used so
The report is on the net, c'est la même chose. Okay, so now we move to the circular economy. So what is it now to model the circular economy? These are some of the sectors that we create. Maybe it's not there yet. We try to virtually say that, imagine we have got PET, imagine, so we create that industry. We think, but in Mauritius there are already some companies that were doing this collection. They were already doing some. It's not that we were starting from scratch. So by going into these companies, looking at the production structure, we already know what is the employment, what is the overall production structure of each kind of industry. Plus recycling, I think we've got lots of information from the operator, PET. Alors on a utilisé ces données pour éventuellement construire l'industrie qui est dedans. It's already there, but it's not separated. D'accord, c'est cette modélisation. Next slide. So these are some of the paper and printing. It's paper and recycling, composting, PET, textile waste recycling, used tire, e-waste, used oil, and gloves. So we filter that into this model, into this industry, and eventually we try to figure out what is the total value added, what is the total employment. Alors ça c'est ce qu'on appelle output multiplier. Output multiplier means si vous injectez une roupie dans product of agriculture, veut dire que l'économie va augmenter par 1.24. So the 0.24 c'est l'impact indirect. L'impact direct c'est toujours 1 rupee, but the 0.24 is the indirect impact. So one way to use this is to find which sectors are highly productive. This is where we are using it in macroeconomic model, where we should invest money in order to get higher return. So again, the same model is used by the UNFCCC, United Nations Framework, among the other models, to find out what is the carbon emission, forecast of carbon emission. This is the thing that we use. So we present it in COPs for the last 10 years. So we are a team in the United Nations, ILO, UNEP, and usually we are called upon when there are COPs to talk about this. Alors, vous avez la modélisation, mais vous avez aussi les chiffres. Par exemple, policy makers, vous pouvez utiliser ces chiffres. Alors, if you inject money in one sector, what will happen? What is the value added that will happen? So the next slide. Alors là, c'est l'emploi. It's very sure. Employment multipliers. So you've got the direct employment. But here, if you invest in each of these, what would be per million? I think I should have written per million. So 1 million would recruit 1.7 people. But then you've got indirect multiplier. Veut dire, dans l'économie, nous avons des emplois indirects. Surtout avec circular economy, l'emploi sur les transports, you should collect it. There should be someone to trim, to separate it. Alors il y a des emplois indirects qui vont être faits. Donc, alors, not only the direct employment that matter pour les entreprises, mais pour l'économie, c'est aussi le indirect. D'accord? So, next slide. Alors, very rapidly on the report. The report is already published on the net, so just rapidly. Next slide. So a little bit of this 2010-2020, solid waste has increased by 29%. Pendant les 20 dernières années, c'est 100%. Je veux dire, on a doublé le solid waste. The next slide. So this we've already defined, circular economy. Next slide. So the 10 principles. Well, nous avons 23, 25 in the review as of 2021, but we've chosen 10 just to facilitate discussion. So as you can see, upcycle, circular economy doesn't mean only to
take it from waste and prepare raw materials. It's preparing things, product that can go back into the system. Et ça demande pas justement the government intervention, but it requires the marketing, it requires the opportunities. It's the whole thing that because we need to manufacture something that compete with the product coming from new input, which is not easy. So at the same time, you see if an investor is investing money and every year has to compete for tenders, so there is a risk environment within which the operators are going to operate. So how do you reduce the risk? It's shifting from engineering to economics to marketing. C'est l'aspect de l'institution, engineering. It's not only just manufacturing product, but the product that Mauritius or people will buy. Okay, it's the whole culture and everything that we need to focus on. Next slide. So this is the Butterfly Framework by MacArthur Foundation, which is, I think, the pioneer on circular economy. The whole of my studies has been financed by MacArthur Foundation. I have to mention that for the last 20 years, including the PhD and everything. So we're grateful to the foundation, but they are the one that has pioneered circular economy with huge amount of case studies on the website. So you can have a very good idea. So next slide. So these are the objectives, but we are going to go through this as we move on. Next slide. So the scope, very important that we are modeling transactions and activities that are already there, that are already in operation right now. So we cannot venture into what kind of product that can come out of it. And most of what we have today is input. Okay? So next slide. So next slide is next. I'm just going to present you. So this is the waste characterization at Bosch Oz landfill. And as you can see, 95% come from household, which means our circular economy mostly has to focus on the household waste. Next slide. Yes, next. So this is a production that we did using econometric modeling. As you can see, under 2%, 4%, 6% economic growth. And as you can see, this is an equation, mais juste pour 1.03, ça s'appelle elasticity. Ce qui veut dire que si nous avons une augmentation income par 1%, waste increased by 1.03%. Ce qui veut dire qu'il y a une equivalent increase. Very, very dangerous. Because any progress that you do, you have an increase in waste of an equivalent percent. And this is 1%. Whatever modeling you use, ça ne va pas changer. Peut-être ça va devenir 0.9, mais peut-être 1.1, mais ça ne va pas changer pour 0.5. This is the data that is speaking. Okay. Next time, a little bit fast. Ça c'est characterization. Là vous avez cette. If the current system goes on, en 2030 et 2025 et 2030, these are the tons of waste that we are going to generate. Ça c'est le scope de circular economy, what we should be doing. Alors, l'analyse qu'on avait fait, c'est imagine we take this amount, it goes into the economy with current economic structure, with current revenue, current output. Next slide, a little bit fast. Next, so just industrial waste. So next, so these are a bit of the industrial waste, same thing, projection. And next slide. So these are the private investment that is required if we want to turn all the waste that we have into. So these are the money that has to put in the hand of our investors. And that is where the negotiation does not end with government. Vous avez the International Bank, Agence Française de Développement, UNDP. You have green loan, a number of loans that are expected to decrease carbon emission are there. So just how we can work together in order to make this fund
avec les autres operators. Next slide. So this is the increasing value added composed. So if we invest, we take all the waste that we are generating, inject it in the economy. This is how much we are going to generate. Next slide. So it is 1.5% avec un chiffre d'affaires de 9 billions, 5 à 9 billions. But remember, this is turning waste into input. On n'a pas vraiment, and then we are exporting it. So we are not turning it into product that we can sell to the people. Ce qui veut dire que vous pouvez ajouter en tiers, même doubler, if we move into that upscaling of what we can do with. C'est bon, je pense que j'arrête là. Juste pour. Merci. Merci beaucoup parce que c'est vrai que. Tu peux rester parce que je pense qu'on aura quelques échanges. Comme on le dit bien souvent, c'est ce qui nous manque dans l'argumentaire, que ce soit Bruno, je vois d'Adèle aussi dans la salle, Catherine qui a fait pendant plusieurs années, c'est-à-dire d'avoir les chiffres quand on veut aller comme ça dans les discussions sur les nouveaux secteurs avec les autorités publiques. Donc nous, on est ravis d'avoir cela. Sur toute la première partie, et Riyad m'avait demandé est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je vous montre comment ça marche, les côtes à côte. Je dis on est en club, il faut que les gens comprennent. Moi dans mon boulot de tous les jours, je fais aussi du capacity building pour que les banques comprennent qu'est-ce que c'est que le green financing. Et donc j'ai en face de moi des banquiers, il faut bien qu'ils comprennent comment fonctionne une CLIB, et pas juste comment on fait une règle de taux d'intérêt. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a voulu partager avec vous cette partie-là. Il a dit qu'en fait il y a des formations disponibles pour ceux qui voudraient aller plus loin. Il y a des formations à l'université tout à fait disponibles pour que le monter si vous voulez avec le club. N'hésitez pas à nous faire remonter vos motivations pour cela. Et Riyad sera ravi de faire cela avec nous. Et sur la partie vraiment hypothèse, calcul et résultats, vous avez compris qu'on a pris 3 scénarios si la croissance part à 2 ou à 4 ou à 6%. Donc, les 3 scénarios. Et donc, ce qui n'était pas forcément affiché dans les slides de Riyad, mais qu'on a repris dans nos slides à nous, c'est-à-dire 1,5%, 1,3, 1,5% de contribution au PIB et 6 000, voire 9 000 emplois créés si on décide de se focaliser que sur les secteurs qui sont listés, les déchets qui sont listés, que ça, activités actuelles, et qu'on considère qu'on exporte principalement, une fois qu'on a collecté, qu'on a fait une petite valeur ajoutée, on exporte. Et si on pouvait faire plus en faisant de la revalorisation locale, on irait encore plus. Question commentaire. Madame Catherine Grilly. Bonjour à tous. Merci professeur pour cet intéressant modèle. Je suis surprise qu'on ne... En tout cas, je pose la question. Est-ce qu'il y a une approche régionale de ces modèles? Parce que c'est une intuition, il y a eu des études, et c'est clair que la solution de déchets serait avec des équipements dans la zone, ça permettrait effectivement d'abord d'éviter que ça atterrisse dans une plage à Bali ou en Thaïlande, et puis surtout ça crée de la valeur et ce serait des investissements, des emplois, etc. Donc quid d'une modélisation à l'échelle de notre petite région. Merci. Ah oui, c'est un petit peu la définition de cercle de l'économie. Je pense qu'on est en train de prendre ça avec le WTO en ce moment, avec les différentes organisations comme SADC, comme ESA, parce qu'on est en train de définir le cercle de l'économie dans cette banlieue territoriale pays. Ce qui veut dire qu'on essaye de promouvoir l'économie circulaire à Maurice. Mais qu'est-ce qui se passe when you're selling it to outside? Alors l'approche régionale, vous avez parfaitement raison. We haven't started discussing it yet. Alors c'est plus avec expertise, comparative advantage, it might be more productive to supply it to Africa, to Benin or Angola to do something, and then Mauritius can do another thing, just like commerce and trade. Mais l'économie circulaire jusqu'ici n'a pas été définie, so maybe that will come in the next round of SADC. So people, scholars have like the club,
should take that a little bit further. Parce que là, pour le moment, la définition, c'est justement à travers les pays, within the territory of the country. Merci. Pardon, mais je l'ai trouvé intéressant, très théorique, mais très intéressant. Par contre, il y a une remarque qui m'a un peu troublé. C'est que quand vous avez fait la remarque sur le fait que 97% des déchets qui arrivaient à Marchicose étaient des déchets de consommation courante et qu'il n'y avait que, par exemple, pour les déchets de construction, que, disons, 1%. Et vous êtes basé là-dessus pour dire que voilà, il faut traiter les problématiques de déchets de consommation courante. Or, ce que il me paraît assez surréaliste ce chiffre de 1% de déchets de construction. Ce qui veut dire que 90% des déchets de construction se baladent dans la nature. Donc, il y a cette problématique. Je pense pas que c'est. Je pense que ce sont les mêmes camions qu'on utilise pour les déchets résidentiels. Alors, il y a un petit overlapping entre l'industrie avec le waste, household waste. Mais peut-être c'est pas 95%. Peut-être, je pense que ça va être 75%, mais je pense que quand les déchets viennent à Marchicose, ils prennent un petit peu les données. Et c'est ce qui est publié par le Statistical Registry. Éventuellement, ce qui se passe, ce sont les mêmes personnes, les mêmes opérateurs qui prennent les déchets industriels et ce sont les mêmes opérateurs. Très souvent, les déchets sont mélangés et à ce moment-là, ça, dans le record, c'est household. Et peut-être, comme vous savez, le construction, c'est peut-être plus, c'est pas vraiment le household, mais that should be bigger than that. Merci. Riyad, juste pour préciser peut-être, tu as fait deux estimations. La première estimation, c'était ce que tu viens de mentionner sur les déchets de Marchicose. La deuxième sur l'industrial waste est un deuxième. Donc, dans Marchicose, tu as effectivement 1% de déchets de construction. Peut-être que c'est pas exact parce que c'est pas mesuré correctement. Mais après, il y a l'industrial waste qui est lui un deuxième pan complètement. Donc, c'est pas forcément Marchicose. Donc, c'est peut-être ça qu'il fallait venir dire aussi. L'industrial waste n'est pas forcément. C'est pas Marchicose, il y a des choses qui sont en nature, je suppose. C'est pour ça que ce modèle qui vient estimer et qui ne vient pas forcément en prenant les volumes que Marchicose. Donc, il y a tout un travail à faire, effectivement, de bien comprendre, quantifier ce qui n'est pas Marchicose, ce qui est resté, ce qui est lâché là dans la nature, sur les terres vagues, etc. Il peut être modélisé théoriquement pour l'instant. Le but de l'étude aussi, c'était de pouvoir petit à petit imposer l'économie circulaire comme un secteur économique. Donc je pense que c'était aussi ça le but de Business Mauritius, c'était de démontrer qu'il y avait là un secteur économique à fort potentiel. On pouvait le dire, mais l'idée était vraiment de commencer à le chiffrer et dans le dialogue public-privé, systématiquement venir poser ces chiffres-là, potentiel d'emploi, potentiel besoin d'investissement, etc., comme un modèle, comme un secteur économique classique, et puis de venir le pousser comme un secteur d'avenir. Donc c'était aussi ça l'esprit, c'était d'avoir cette base pour pouvoir en parler comme un secteur avec des filières, des sous-filières de l'emploi, etc. Voilà. Merci de cette précision. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? On va passer à la partie 5, qui va presque, partie 4, qui va presque être aussi partie 5. Ça va être assez vite, la partie 4. C'est bon. Un petit mot pour dire que l'étude est disponible sur le site web, pas encore sur le Business Mauritius, mais ça ne va pas tarder. Mais par contre, vous l'aurez sur le site mu.undp, donc le site local de UNDP, dans la publication. Vous avez le rapport complet. On a déjà aussi à peu près convenu que la modélisation est là au final. Il suffit juste de changer des paramètres et de faire tourner la machine, la moulinette. Donc on sera en permanence par ce qu'on pourrait appeler peut-être des cellules de veille économique là-dessus aussi au niveau de l'université et Business Mauritius pour qu'on actualise cette modélisation régulièrement et on regarde ce que ça donne avec des chiffres qui, on espère, remontent aussi
du monde des entreprises. On manque cruellement de données sur les caractérisations et ça va être le sujet que va nous partager Sandra juste après. Et donc, si on avait de meilleures caractérisations quantité, qualité de déchets, on serait un peu plus à l'aise sur ce type de modélisation. Donc, on continuera à travailler avec Riyad. Et il y a un mot aussi que vous trouverez dans le rapport, et ça je le dis. Les consultants mentionnent que pour que ça fonctionne l'économie circulaire, pour que la matière puisse être de nouveau traitée, revalorisée, il faut que ça reste une matière. Il ne faut surtout pas que ça devienne un déchet. Et c'est un coût en fait. Les gens ne réalisent pas en fait. Dès qu'il y a la notion d'abandon, j'ai abandonné, j'ai laissé ça partir dans la poubelle ou à la porte ou sur le portail, voilà, ça va, et ça va aller à Marachikos. Et tout le monde sait qu'on ne paye pas suffisamment pour ce que Marachikos fait. Il y a ce qu'on appelle hidden costs dans la gestion des déchets à Maurice aujourd'hui, qui mériterait d'être mieux clarifié, mais grosso modo, le landfill aujourd'hui ne coûte pas assez cher. Si ça coûterait plus cher, ça nous inciterait peut-être à faire autre chose plus vite, mais ça c'est une chose qu'on voit, les hidden costs de la gestion des déchets, et notamment ce coût caché qu'on ne réalise pas, mais qu'il faut du financement pour que la matière reste de la matière, et que du coup, il faudra bien à un moment donné que quelqu'un paye pour que Dirty Malabar récupère son e-waste, son e-goods, disons maintenant, non pas e-waste, en fait. Parce que dès que ça a été détruit, pillé, etc., il ne peut plus faire grand-chose. Voilà. Et donc, ça demande toute une logistique pour que la matière reste matière. Je crois que j'avais en tête 90 millions, qui est un chiffre en tête. Ça dépendait quelle filière, mais voilà, il y avait ce chiffre dans le rapport. Vous le retrouverez, mais je vous l'ai mentionné, et vous verrez pourquoi on parlera tout à l'heure de filière REP. Alors moi, je dois arrêter de parler pour laisser le temps à les mots. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Bruno Dubarry, CEO de l'AMM, content de vous accueillir ici, premier gros événement pour nous, premier sur l'économie circulaire. Je parle aussi pour Shirin Ghani, Managing Director du Willy Morris, donc on est un binôme à la tête de l'organisation, et si je lui tends la perche, elle saisira aussi. On a eu, et merci pour les interventions du ministère de l'Environnement qui était l'approche secteur public sur le sujet, on a eu l'approche académique, merci Riyad. Maintenant, on va regarder l'approche secteur privé, donc je vais inviter sans tarder Sandra Fayol du groupe ENL. Merci de nous avoir rejoints pour nous partager votre approche du sujet, caractérisation des déchets du groupe ENL. On est chez vous d'ailleurs, hein, c'est bien le domaine de ENL. Donc, on vous laisse la parole et n'hésitez pas si besoin. Merci. Bonjour tout le monde, donc merci beaucoup pour cette invitation, Bruno, Shirin et Michael. C'était déjà très intéressant aujourd'hui les premières présentations. Donc moi je vais continuer un peu avec ce qu'on fait chez le groupe ENL. En fait, moi je suis Sandra Fayol, responsable de Business Strategy, relations investisseurs, et très récemment j'ai ajouté à mon portefeuille tout ce qui est développement durable. On travaille aussi en étroite collaboration avec Federico Busio, qui est un Sustainability Coordinator qui vient d'être embauché, il est là ici, Federico. On a aussi des champions dans toutes les entreprises. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de notre projet de gestion des déchets chez ENL, si on peut aller sur le prochain slide. Mais avant de commencer, je vais vous parler un peu de remettre tout ça un peu dans le contexte. C'est-à-dire que tous les 3 ans, chez ENL, on fait un plan stratégique. Et lorsqu'on a écrit notre dernier plan stratégique en 2020, on était en plein Covid, et on allait créer notre plan pour les prochains 3 ans. Et on s'est dit, ce plan, il doit intégrer le développement durable. Donc, l'économie circulaire a été choisie comme un de nos 4 piliers de développement durable. On a d'ailleurs choisi comme signature, pas signature, mais comme signature, Impact Driven pour notre plan K23. Qu'est-ce que ça veut dire Impact Driven? C'est cette création d'impact. On a 3 areas of impact qui sont l'impact sur l'humain, l'impact sur l'écologie et l'impact sur l'économie. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui chez ENL, on essaie d'avoir ce triple impact, les 3 Ps comme on connaît aussi en termes génériques. Donc en termes de circular economy, on a choisi comme premier chantier prioritaire la gestion des déchets. On en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Et on s'est dit que chez ENL, il faut qu'on ait une gestion exemplaire de nos déchets. Si on va sur le prochain slide, donc on a lancé en fait un Waste Project qui a commencé en juillet 2021 et qui finira en décembre 2021. Donc l'idée, c'est de réduire la quantité de déchets qu'on génère, de réduire les déchets, la quantité de déchets qu'on envoie dans le sol sans d'enfouissement à Maurice,
On veut aussi être partie prenante des solutions à Maurice avec d'autres acteurs et on veut avoir de l'impact. Je vous parlais un peu de ce impact driven, mais c'est avoir de l'impact dans la façon dont on gère nos déchets. Et qui c'est qui est impliqué sur ce projet de gestion des déchets? Si on va sur le prochain slide. Donc on a la chance en fait maintenant depuis quelques temps d'avoir un très fort sponsorship de notre CEO pour qui le développement durable est non négociable. Pour lui, il nous dit souvent si le développement durable ne fait pas partie de notre stratégie, de notre day-to-day, très rapidement on sera out of business, on n'existera plus, ce sera fini pour nous. On a aussi une équipe au Corporate Office avec Jacques de Jassini qui s'occupe de tout ce qui est technologie, operational excellence, Federico et moi-même. On s'est aussi équipé pour ce projet d'un consultant. Et le plus important, ce sont les champions dans nos filiales. Donc ce sont eux qui sont les personnes qui vont trier les déchets, qui vont les quantifier. Ces champions, ils sont soit des personnes qui ont des compétences ou de l'intérêt pour la matière, mais certaines fois, bien entendu, ils sont aussi désignés par leur supérieur hiérarchique. Si on parle un peu sur comment on fait notre projet, quelles sont les différentes étapes. Donc, ce qu'on a commencé pendant le mois de juillet, on a choisi un mois où on a évalué, catégorisé, estimé quels sont nos différents types de déchets, quelles sont les quantités qu'on génère et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. Une fois qu'on a eu ça, on s'est mis ensemble avec le core team et le CEO et on a déterminé quel serait notre target de diversion de marché cause. C'est-à-dire qu'on a dit à toutes nos entreprises fin août, voilà quel sera notre target. Je ne suis pas prête encore à vous communiquer aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, pendant la période de septembre, octobre, novembre, toutes les entreprises sont en train, elles, de déterminer quels sont leurs targets de diversion. C'est-à-dire, est-ce que je ne vais plus envoyer 60% de mes déchets à marché cause, 70, 80, ça va dépendre bien entendu des différentes entreprises, de la volonté, des types de déchets aussi. Pour certains, ce n'est pas forcément possible. Donc là, les entreprises sont en train de travailler sur cette quantification d'objectifs. On a un objectif qui est aussi time-bound, c'est-à-dire qu'on s'est donné un horizon 2023 en alignement en fait avec notre stratégie. Et toutes les entreprises travaillent aussi, une fois qu'elles ont cet objectif, à avoir un action plan, c'est-à-dire avec des personnes, des actions bien claires et précises. Et ce qui va venir dans la suite, c'est que début décembre, elles vont venir présenter devant chaque entreprise, devant les leaders du groupe, quels sont leurs objectifs, quels sont leurs action plans, qui va être responsable de quoi. Et ensuite, l'équipe du Corporate Office et les champions des entreprises seront responsables de suivre l'accomplissement des objectifs au fur et à mesure que les mois passent, le tracking de ces déchets générés. Donc voilà, l'idée c'est vraiment un processus très méthodique, détaillé, constant. Donc je crois que c'est un peu ça on n'a pas le choix, c'est ce qu'il faut faire. Si on va sur le prochain slide, donc bien entendu, c'est pas forcément facile, on a quelques challenges. Comme vous savez, on a un groupe diversifié, on n'a pas deux opérations qui se ressemblent, donc on a quand même beaucoup de déchets différents. On ne sait pas forcément tout le temps quoi faire de ces déchets. Comme on sait, on a un peu un manque d'infrastructures de recyclage en Maurice, donc on a des limites. Le commitment des équipes, c'est pas encore ça. On est encore en train vraiment de travailler sur ce commitment, sur cette culture, sur faire que ce soit normal de trier les déchets, pas seulement les déchets ménagers, mais aussi, surtout, tous ces déchets industriels qu'on génère dans les entreprises. Et aussi, nous, on a quand même, à notre niveau, pas assez de connaissances techniques sur les déchets qu'on génère et qu'est-ce qu'on pourrait en faire, comment est-ce que ça pourrait devenir un secondary material. Bon, ça ce sont les challenges, mais on a quand même aussi identifié quelques opportunités. Si on va sur le prochain slide, on a pu déjà sur la période de juillet à septembre, avec le cantine, établir une première évaluation des vrais recycleurs en Maurice. Certains sont ici aujourd'hui, certains, je sais, ont des projets de recyclage en Maurice. Donc on encourage en fait nos équipes à utiliser ces facilités, ces entreprises. On a identifié certains déchets qui peuvent avoir une haute valeur ajoutée, certains déchets qui ont des grands volumes. Donc on est en recherche, là, toujours de partenariats, que ce soit avec le public et ou le privé. Par exemple, d'autres entreprises font des déchets similaires aux nôtres, ou des entreprises qui ont des facilités de recyclage, qui veulent produire des produits avec nos déchets. Donc voilà, on est ouvert à de la collaboration, du dialogue. Vous pouvez nous contacter, donc Sandra Fayol, Federico Buzio,
Jacques de Gelatini. On est disponible chez Ubanel, sur LinkedIn, à travers les Info-Riches. Et voilà, j'espère que c'était intéressant pour vous. C'est un temps de respiration rapide. Je ne sais pas si tu as eu le temps de respirer d'ailleurs, mais mais s'il y a des réactions ou des questions, n'hésitez pas. Je pense que c'était aussi l'objectif, c'était de créer un pont avec tout le monde. Puis vous êtes vraiment dans un process, ce qui est intéressant, vous êtes dans un process ouvert. Donc vous partagez où vous en êtes. On a pu voir d'ailleurs, c'était très méthodique. Hein. Quand elle dit très méthodique, je vois Michael qui opine. On a vu le tableau et c'est vrai que c'est très... Ça va dans le détail, donc c'est vraiment intéressant d'avoir ce niveau de détail avec vous. Et donc je pense aux recycleurs, ou pas, hein, ceux qui aussi sont en train de faire appel déjà à des recycleurs. Il y a des synergies certainement avec cette belle équipe au groupe. Donc s'il y a des questions, réactions, n'hésitez pas, on continue. Une question, et c'était peut-être pour saluer aussi une des cibles que vous avez sur le Mocha Smart City. Et on a découvert donc quelques mots. Est-ce que vous pouvez expliquer donc, des centres de dépôt de déchets, c'est ça? Oui, c'est une initiative de Mocha City où on est ici. On a 4 points d'apport volontaires. Ce sont des molocs, mais ce sont des lieux où le public peut venir emmener ses déchets triés. Donc c'est ouvert au public, c'est gratuit et on sait quel est le fate of the waste après. On sait ce qui se passe avec les déchets, c'est géré de façon responsable. Donc on vous invite à utiliser les facilités si vous êtes dans le plan. Et qui finance? C'est financé par Mocha City. Voilà. On veut une moloc aussi aux cocottes. Je passe commander. Ok, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres réactions, questions? Non. Bon. Merci beaucoup Sandra. Merci à Federico. Alors, peut-être inviter Chérine. Chérine, bien. Et Grégory aussi. Ah bon? Oui. Juste pour évoquer l'historique sur le projet Calitropique, juste pour expliquer comment on a avancé, parce qu'en fait, on l'a fait avec beaucoup d'humilité, on continue à le faire avec beaucoup d'humilité. Et puis, oui, je commence, et puis chacun ajoute à la partie. On va pas représenter Calitropique, qui vont le faire en long et en large après. Mais d'ailleurs, saluer aussi Laurent Lemaitre, Club Export Réunion. Il faut quand même saluer la région quand elle se déplace. Une semaine très Réunion Maurice. Merci beaucoup pour la présence. Bon, ça a commencé en fait avec une réflexion interne. Même l'île Maurice, on s'est interrogé il y a 3 ans déjà, en observant finalement les challenges de nos membres et de nos marques, en se disant bon, qu'est-ce qu'on pouvait apporter comme valeur ajoutée au niveau collectif. Et donc, je pense que ça a été dit avant, le challenge, c'est d'avoir de la donnée pour pouvoir faire ça. Donc, on a un peu galéré, j'utilise le terme pour l'avoir. On s'est un peu découragé. Je pense que dans le process, Michael aussi nous a fait part de ces découragements par moment. Mais l'idée, c'est que, c'est aussi pour ça qu'on est à plusieurs organisations, quand une commence à peiner, fatiguer, l'autre puisse venir donner un coup d'énergie. Donc voilà, hein, c'est la circularité aussi de l'énergie. C'est catalyser les synergies, comme disait Caroline. Donc voilà, je passe la parole juste pour pouvoir donner quelques anecdotes ou points de vue sur pourquoi c'est important pour nous aussi de s'engager là-dedans. Oui, je rajouterais peut-être d'un point de vue Made in Maurice que c'était important pour nous justement d'amorcer le pas. Au-delà des chiffres, des bilans à faire, c'était surtout d'apporter à ce mouvement collectif une méthodologie et des outils justement pour vraiment se doter de moyens pour aller vers cette circularité. Donc le Made in Maurice en tout cas reste un outil vraiment très utile dans des moments comme ça parce qu'on arrive à mobiliser facilement dans l'inclusion parce que effectivement aujourd'hui le Made in Maurice 60% des marques labellisées ou des entreprises labellisées sont des petites entreprises. Donc bien important justement dans cette démarche d'économie circulaire que tout le monde s'y retrouve et qu'au contraire l'expérience des grands bénéficie aux plus petits. Donc c'est pour ça que c'était important d'amorcer ce changement. Donc on n'a pas attendu que la loi nécessairement passe pour le faire, c'était vraiment une volonté qui était là depuis plusieurs années déjà. Mais comme vous savez, tout grand et beau projet prend son temps de maturation.
Et là, effectivement, il a été question d'aller chercher une expertise chez nos voisins, une expertise qui nous a été vraiment bénéfique et qui parfois, justement, si elle n'existe pas sur le marché mauricien, prend du temps à les trouver. Et toute cette partie-là prend son temps aussi. Donc voilà, la pertinence du Made in Maurice aujourd'hui, c'est justement ça. Ce sont des marques et des entreprises qui se mettent en marche pour mieux faire et pour faire ensemble. Et aujourd'hui, justement, pour moi, intéressant et important de voir tout ce qui se fait, toute cette mobilisation, parce que Daniel le disait tout à l'heure, c'était vraiment aussi de mettre en lumière un nouveau secteur économique dans lequel on croit. D'ailleurs, le Made in Maurice va bientôt labelliser les services. On a commencé par les produits, on a plus de 350 marques aujourd'hui qui sont labellisées et on va bientôt ouvrir un cahier des charges aux services. Donc pour nous, ce nouveau secteur économique bien important, non seulement par rapport à des labellisations additionnelles pour étoffer encore plus l'écosystème, mais aussi pour créer des ponts. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une visite d'entreprise par rapport à la labellisation, c'est une occasion de plus de faire passer des messages. Et au-delà de faire passer des messages, c'est d'être dans la sensibilisation, dans l'éducation et la mise en relation et la création de liens. Donc très souvent, les entreprises, justement, on parlait, Michael en parlait tout à l'heure, il ne s'agit pas de déchets, mais il s'agit de valoriser un produit, un bien. Et souvent, ces conversations-là, elles ont lieu quand on fait la visite d'entreprise. Ils n'ont pas nécessairement la réponse à tout, et bien souvent, les petits vont dire « mais non, ça c'est pas pour moi, c'est pour les gros. Je ne peux pas me permettre d'investir du temps et de l'énergie dans la valorisation de déchets, etc. » Et quand on creuse, en fait, ils le font systématiquement parce qu'ils ne veulent pas perdre d'argent. Et justement, ça nous permet d'aller encore plus en profondeur sur cette valorisation et de trouver avec eux des solutions. Donc aujourd'hui, quand on rencontre les 13 filières qui sont là aujourd'hui, bien important pour nous d'élargir notre cahier d'adresses pour que justement cette mise en relation entre nos entrepreneurs et vos services et vos solutions soit découverte et utilisée au mieux possible. Donc un écosystème, je dirais, de plus en plus dynamique, qui fait du sens, vraiment, au-delà de la circularité et du système butterfly qu'on connaît tous, c'est surtout la circularité humaine dont il est question. On le sait bien, après la Covid, le seul moyen de s'en sortir, c'est justement en créant ces collaborations et on va dire, en faisant de la circularité d'abord humaine avant tout. Et de là, les idées et les innovations naîtront, on l'espère. Bravo pour ce mot densité. Salut encore une fois la présence du secteur privé réunionnais. Donc vous avez autour dans la salle la réunion, le secteur privé et le secteur public. Vous dire que aussi c'est la présence de toute la Team Europe, l'ambassade de France, l'AFD, l'Union européenne. Et c'est vraiment le schéma que l'on veut montrer cette coopération parce que nous sommes appris des années à structurer cette nouvelle économie qui est signe de résilience de notre territoire à La Réunion, un peu moins impacté du Covid, mais ça nous a pris des fonds et des années. Et on vous propose un bon temporel, ne pas perdre 10 ans, si on sait que Maurice c'est très agile, très rapide, mais outrepasser ces erreurs qu'on a pu commettre et partager ensemble nos expériences. Et on a la chance, c'est vrai que d'avoir Kaletropic, pour nous c'est un champion, et je me rappelle que Kaletropic, on a commencé à le positionner il y a quelques temps, et j'ai été agréablement surpris d'apprendre que l'AMM commence à travailler Kaletropic, comme quoi, lorsqu'on n'a pas de nouvelles, bonnes nouvelles, on n'a pas besoin de plus que ça fonctionne. Donc bravo, comme on dit, ils vont cacher. Mais j'ai envie de dire que Kaletropic, pour nous, c'est un champion, c'est ceux qui ont travaillé en amont, parce que c'est vrai qu'il y a des exutoires, il y a le recyclage, qu'est-ce qu'on fait de cette matière, parce que ce ne sont pas des déchets, ce sont des matières, mais surtout comment est-ce qu'on produit mieux par rapport surtout à ce que l'on a sur notre territoire, nos ressources végétales, à la fois terrestres et marines. Donc on sera à vos côtés avec nos institutions, à la fois publiques et privées. Kaletropic en fait partie, Cluster Gain en fait partie, au sein de Christian Albert et la filière REP, on travaille beaucoup avec le secteur public et le secteur privé, parce que ça rapporte un peu de justice environnementale. Et si on peut encore continuer à positionner les autres institutions, d'autres outils qui sont sur ces sujets, donc on le fera avec grand plaisir grâce au plan européen et français. Encore merci pour cette prise de parole. Merci. Je disais quelque chose par
Pardon. Merci Laurent et à bientôt. On vole, je suppose. On vole. Merci d'avoir été là. À très bientôt. Grégory, quand il dit qu'il n'avait pas suivi le dossier, je devais quand même corriger ça parce que quand même, en 2019, c'est lui qui a pris la main pour écrire un dossier de financement Calitropic Business Mauritius sur la bioéconomie. Pour les plus courageux d'entre vous, on espère que vous resterez, c'est la séquence qui commence à 4 heures, bioéconomie et Calitropic. Donc voilà, il a été grandement à la manœuvre pour que les financements, les demandes d'intervention de la région Réunion, des fonds européens, pour qu'on puisse avoir ce déploiement. Donc je voulais juste quand même remettre ça en ordre. Voilà. Je t'avais laissé la main à 15h. Oui. Voilà. Donc je vais reprendre, c'est ça, à 15h30? Non, mais je fais juste le timing. Merci, pas de problème. Allez, on va appeler l'équipe Calitropic, donc je pense que c'est Virginie et Jim qui allaient intervenir sur cette dernière partie, la partie 5, donc éco-conception, économie circulaire, Calitropic. Peut-être vous mettre dans le contexte. En fait, l'AMM et Méline Maurice ont lancé ont lancé un programme intitulé l'Industrie d'Hymen. Donc bienvenue à vous aussi, Vlad et Emmanuel. Et en fait, ce programme l'Industrie d'Hymen, c'est la manière qu'on a automatisé de se saisir d'enjeux de transformation de l'industrie et donc des secteurs productifs. Donc vous avez donné en 3 thématiques. Il y en a une qui est l'éco-conception, et c'est effectivement ce qui a commencé aujourd'hui avec ce parcours et qui va être restitué par l'équipe Calitropic. Et puis une deuxième partie qui est la supply chain, comment on la gère durablement. Et on y reviendra, mais c'est beaucoup une question d'achat, de sourcing, de substitution à ce qu'on importe peut-être beaucoup de l'extérieur de la région et qu'on voudrait développer davantage dans la région, voire aussi territorialement, localement, avec nos propres déchets. Et puis on aura une troisième partie qui est la partie technologique, l'input de technologie 4.0 dans nos industries. Donc c'est juste pour vous replacer un contexte qui est celui de la transformation. Et sans plus attendre, je vous passe la parole. Donc à toi Virginie, ou Jim. Merci. Et alors je vais commencer par rappeler un petit peu les étapes de ce qu'on est venu faire un petit peu à Maurice. On peut commencer la première slide. Alors les étapes du parcours ont été tout d'abord un appel à manifestation d'intérêt envers les entreprises, des entretiens d'introduction, c'est-à-dire de rencontrer chaque membre des entreprises, essayer de comprendre leurs besoins, essayer de comprendre les problématiques qu'ils rencontrent, des entretiens assez larges avec beaucoup de sujets, beaucoup de pistes, qu'on a ensuite continué avec une étape numéro 2, à travers laquelle on a fait des modules de formation, donc vraiment adaptés aux besoins identifiés en étape 1. Une étape assez compliquée parce qu'il fallait en même temps parler de beaucoup de sujets, parce que beaucoup de secteurs d'activité et beaucoup de thématiques différentes. Donc on a eu des modules de formation sur l'éco-conception en général, sur les ACV, sur les cycles de vie, sur aussi les matériaux plastiques en général, la naturalité des ingrédients dans les formulations, etc. et la biomasse pour l'énergie. On en est aujourd'hui à l'étape 3, c'est ce qu'on est venu faire au cours de cette semaine. C'était un diagnostic physique éco-conception en entreprise, donc on était 5 à y aller, Virginie, Vladislav, Emmanuel et moi-même. Ça fait 4. Donc c'est un petit peu le stress. Donc on est allé à la rencontre des entreprises, de 20 entreprises identifiées à travers les étapes 1 et 2, où on a discuté un peu plus en détail des points qui nous ont été présentés, des projets qui sont en cours, des projets qui sont peut-être à venir, et des points importants sur lesquels il faut se concentrer pour vraiment que la démarche d'éco-conception soit complète et bien réfléchie. Donc nous avons rencontré chacun 5 entreprises, c'est ça que je voulais dire avec le chiffre 5. Donc voilà, après l'étape numéro 4 qui reste à venir, ce serait vraiment de cibler 1 ou 2 projets très importants en entreprise et d'aller venir par un accompagnement personnalisé et très ciblé, mener des projets du début jusqu'à la fin en gardant toujours ces considérations d'éco-conception en tête. Voilà, si on peut passer, donc je vais revenir un petit peu avant en fait sur les livrables de cette étape-là. Ce sont des guides, des rapports individuels déjà sur les pistes qu'on aura identifiées à travers ces audits, sur les écueils à éviter et sur peut-être des contacts à mettre en place ou des synergies, surtout entre les entreprises que nous-mêmes on aura interviewées pendant cette étape 3.
Et voilà, à travers ces rapports, essayer vraiment de poser les projets sur lesquels on peut après travailler. Il y aura aussi un guide d'éco-conception général disponible à toutes les entreprises interviewées en étape 1, qui va venir vraiment reprendre de manière générale les questions d'éco-conception, les questions à se poser, les pistes un peu générales, comme je l'ai dit déjà 3 fois, pour mener ce parcours d'éco-conception du mieux possible. Voilà, donc un petit peu un retour pour la next slide, un retour un peu à chaud, parce que voilà, les interviews ont terminé ce matin. Donc ce qu'on a principalement remarqué dans nos audits, entre guillemets, c'est qu'une grande volonté des entreprises sur l'amélioration des produits, l'amélioration des projets par rapport à l'éco-conception. Donc une grosse recherche de solutions qui a été faite au préalable, même avant, depuis plusieurs années, des collectes de données par rapport aux déchets, à mettre en place de nouvelles matières, de nouveaux matériaux par rapport à la recyclabilité, etc. Des tests même industriels qui ont déjà commencé et qui vont en tout cas dans le sens de l'éco-conception. On a remarqué aussi des cas, si je prends l'exemple du plastique, qui est un problème qui est revenu souvent, que la substitution du plastique parfois n'est pas viable, qu'il n'y a pas forcément d'alternatives disponibles sur le marché avec les mêmes propriétés techniques qui sont indispensables. Si on utilise du plastique, c'est pour des raisons, et que parfois on ne peut pas forcément faire autrement, ou c'est très difficile. Je parle par exemple à certains exemples on doit, pour mettre en place un nouvel emballage ou de nouveaux produits, changer par exemple un parc machine, des considérations économiques qui viennent se mettre en place par rapport au coût de toutes ces opérations. Je parle aussi du prix des matières premières qui sont si plus techniques car plus innovantes parce que carton, parce que des polymères différents, elles sont tout de suite plus chères, donc ça vient gréver un petit peu le prix de l'opération en général. Donc tout ça vient un petit peu apporter des challenges par rapport au gaspillage et au produit final qui peut être mal impacté, dans le sens où si on change des propriétés techniques par rapport au plastique ou aux solutions qui sont déjà en place, on peut tout simplement déplacer parfois le problème. Donc si on a un aspect environnemental qui est amélioré sur l'emballage, peut-être que parfois on aura des aspects qui seront diminués par rapport à la conservation des produits ou au gaspillage en général. D'où l'importance de ce qu'on disait un peu au début, des analyses de cycle de vie. C'est-à-dire que si on veut mettre en place une nouvelle solution ou quelque chose qui est en substitution à quelque chose qui existe déjà, il faut vraiment analyser le process dans son ensemble, comprendre quels sont les impacts environnementaux de la nouvelle solution, et peut-être qu'on pourra se rendre compte que la nouvelle solution qu'on met en place, elle est peut-être bien sur des aspects, mais moins bien sur d'autres aspects. Donc il ne faut vraiment pas faire les choses dans la précipitation, entre guillemets, mais bien analyser chaque étape des transformations qu'on met en place. On a aussi remarqué, et c'est ce dont on a parlé dans les présentations précédentes aussi, c'est une grosse demande pour une action collective, donc des synergies qui doivent se mettre en place entre les entreprises qui sont ici et qu'on a rencontrées, peut-être identifier des projets entre les entreprises, c'est-à-dire que un déchet qu'on devrait ne plus appeler déchet, mais pourrait devenir une matière première pour une autre industrie. Je parle par exemple des bouteilles de PET par exemple, qui pourraient être recyclées dans par exemple la fabrication de lunettes ou ces exemples aussi. On a aussi remarqué une grosse volonté d'appui national, c'est-à-dire pouvoir augmenter les taux de collecte, créer des circuits de recyclage complets, faire un travail associé avec les recycleurs, les collecteurs, la multiplication des points de collecte. Donc, tout ça, c'est des points dont on a parlé un peu précédemment. Et vraiment une étude globale d'un recyclage local. Voilà, je te laisse la parole à Virginie. Oui, merci pour la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc on va faire court, parce que je sais qu'on doit finir dans 3 minutes. C'est juste pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Jim. On a relevé pas mal de points d'attention, donc c'est une volonté de toutes les entreprises d'évoluer. Mais voilà, il faut faire quand même attention avec ce sujet d'économie circulaire et d'éco-conception. Notamment, il y a des amorces déjà de filières, on en a parlé.
Voilà, Jim a cité un exemple avec les bouteilles de PET qui sont recyclées voilà, pour les montures de lunettes, il y a des choses qui existent déjà. Enfin voilà, et donc on a vu que le gouvernement veut s'appuyer sur des choses qui existent déjà, c'est bien. Donc voilà, ces amorces, elles existent, donc il faut s'appuyer dessus et il faut les organiser et les faire grossir. Aujourd'hui, ça ne représente pas un pourcentage énorme, pas une quantité énorme, et par contre, voilà, c'est des choses qui sont déjà mises en place, donc il ne faut pas tout détruire et vraiment essayer de s'appuyer sur ça et vraiment les faire monter en compétences, mieux s'organiser et pouvoir vraiment collecter beaucoup plus. Ensuite, voilà, on insiste là-dessus lourdement, mais parce que c'était le cas de beaucoup d'entreprises par rapport à la loi de Plastic Ban. Voilà, donc les entreprises cherchent vraiment à substituer le plastique pétro-sourcé, le plastique standard, par du coup des matériaux qui sont bien établis dans les filières de recyclage comme le papier carton, où on parle aussi de plastique biocompostable dans la loi Plastic Ban qui pourrait du coup être une solution, sauf que du coup pour le plastique compostable il n'y a pas de filière aujourd'hui établie. Donc voilà, on voulait juste, et ce qu'on n'a pas arrêté de répéter, de faire attention par rapport à cette substitution parce que le papier carton n'a pas les mêmes propriétés, donc ça peut créer du gaspillage alimentaire, ça nécessite parfois de faire du papier carton mais d'ajouter des fines couches de plastique, des fines couches d'aluminium pour obtenir les propriétés utiles au produit, ce qui fait que ça fait du multimatériau qui est absolument pas recyclable. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a des plastiques standards qui sont certes pas très bien recyclés mais qui peuvent s'améliorer. Demain si on les remplace par des multimatériaux, ça veut dire qu'on fait fausse route et que du coup là on se met dans une voie où il n'y aura pas possibilité de recyclabilité. Et pareil pour le biocompostable, donc souvent on parle de bioplastique, donc c'est une fin de vie en compost. Donc c'est compost, ça veut bien dire quelque chose de maîtrisé avec une température et une humidité maîtrisée. Ce n'est pas des choses à l'air libre où l'emballage disparaîtra. Voilà. Et il y a un autre souci, c'est que par exemple, parce que c'est souvent le cas des bouteilles, où c'est le PLA par exemple qui est un bioplastique, qui est un plastique transparent qui ressemble beaucoup au PET. Il n'y a pas de distinction à l'œil nu entre le PET et le PLA, le bioplastique. Donc ça veut dire que c'est des choses qui vont pouvoir polluer les filières qui sont en train de se mettre en place. Donc il faut faire très attention à ça, parce que ça veut dire que tous les efforts qui vont être mis pour monter des filières de recyclage comme le PET va pouvoir être pollué par des nouveaux plastiques. Donc, après, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas coexister si voilà, il y a des fins de vie qui sont dans le biocompostage, etc., et que c'est bien organisé. Mais voilà, il faut vraiment faire attention que ça ne se mélange pas et que ça ne tue pas d'autres filières qui sont en construction. Et je voulais juste rappeler, parce que voilà, là on a une grande assemblée, encore une fois, que le biodégradable, il faudrait le bannir des langages. Zero Waste qui fait vite la tête, mais oui, c'est vrai que c'est. Enfin, en tout cas en Europe, ça a été interdit de le mentionner sur les emballages parce que en fait, c'est très confusant. Les consommateurs, quand on dit biodégradable, pensent qu'en fait, en jetant le déchet dans la nature, il va s'évaporer. C'est pas du tout le cas. C'est souvent des normes de compostabilité, donc ça veut dire encore une fois avec des enceintes bien contrôlées. Et donc voilà, donc c'est un peu dangereux de mettre des choses que le mot biodégradable parce que ça peut générer plus de déchets sauvages et il faut vraiment se concentrer, vous industriels, sur vraiment les normes et les certifications de compostage, à savoir dans quelles circonstances cet emballage bioplastique peut se dégrader, ou on parle aussi d'emballage de bagages qui sont dits biocompostables, donc voilà, vraiment renseignez-vous là-dessus. Next slide s'il vous plaît. Voilà, bon ça je vais passer assez vite, mais c'était juste pour vous révéler quelques sujets qu'on a un peu identifiés à travailler au collectif. Donc il y avait forcément les taux de collecte à augmenter, il y a déjà des choses qui existent avec différents points de collecte, etc. Donc c'est essayer de travailler avec une action collective avec l'ADN, Madeleine Maurice, Business Mauritius, pour voir comment augmenter ce taux de collecte. Travailler sur il y a aussi travaillé sur l'allongement et la maîtrise de la réutilisation de certains emballages, parce que certains, effectivement, ont des contraintes bien particulières où on ne peut pas forcément aller dans des filières de recyclage. Par contre, ils peuvent être réutilisés. Ils le sont déjà, mais là, pour le coup, il faut essayer d'encadrer cette réutilisation, savoir comment ils sont réutilisés et éviter qu'ils se retrouvent dans la nature. Donc voilà, une bonne réutilisation et un allongement de la durée de vie de ces emballages, ça peut être aussi une solution d'économie circulaire.
Voilà, et après des boucles de recyclage local, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de recyclage à l'export, c'est beaucoup ce qui se fait, mais il y a aussi des industriels sur place qui ont des équipements, qui peuvent s'équiper d'équipements pour faire de la régénération. Alors certes, c'est pas des gros centres de recyclage, mais c'est des plasturgistes qui peuvent s'équiper pour refaire du granulé plastique et faire de nouveaux produits à partir de matières recyclées. Et je vais juste faire témoigner, du coup, Vlad et Emmanuel, qui ont fait partie et qui ont fait comme nous 5 entreprises, sur 2 sujets aussi qui ont été relevés, qui sont plus de leur expertise. On fait assez vite, hein, parce que je sais qu'on est tous un peu bavards. Oui, tout à fait. Merci Virginie. En fait, moi j'ai visité aussi un certain nombre d'entreprises qui étaient dans le secteur plutôt chimie, qui dit chimie parfois aussi, très souvent d'ailleurs aussi cosmétique. Et d'ailleurs, en fait, ça fait partie de mon portefeuille de projets que j'accompagne chez Calitropic. Donc c'est une thématique qui m'intéresse et juste voilà, pour déplacer peut-être, ou pas déplacer, mais en tout cas donner un petit peu plus d'informations sur les problématiques au sein des entreprises. On parle souvent de thématiques aussi typiquement qui sont en lien avec la valeur ajoutée sur les territoires. On parle beaucoup, et très souvent en fait ça va aussi introduire la suite, qui est le sourcing un petit peu en zone locale, etc. Et tous les aspects en fait qualitatifs, donc de qualité des produits derrière. Ce qui m'est remonté, en fait, c'est une information un petit peu que je donne à chaud, c'est la nécessité aussi d'avoir un contrôle pour assurer la qualité de ces produits sur les marchés locaux, en ce qui concerne les produits cosmétiques, et même si parmi les acteurs, en fait, ça peut parfois être perçu en tant qu'une contrainte, nous, on estime aussi, hein, c'est ce qu'on voit un petit peu, c'est vraiment une grande opportunité pour le territoire. D'abord, vis-à-vis de la sécurité sanitaire, tout simplement, de la sécurité et de la qualité des produits, et d'autre part, un effort, notamment de contrôle, de réglementation sur ces produits-là, va donner des opportunités à faire des pas qui ne sont pas très gros, qui sont adaptés en fait aussi au territoire, et qui vont s'approcher, vont permettre en fait de s'approcher d'un certain nombre d'aspects qualitatifs pour les marchés extérieurs. Donc ça permettra aussi à des entreprises de pouvoir oser, d'aller chercher d'autres marchés et pouvoir se développer. Donc voilà un message un petit peu voilà, comme ça à chaud, sur lequel en fait on va aussi pouvoir développer par la suite dans les rapports. Ça va être beaucoup plus rapide pour ma part. Je tenais à souligner en fait le dynamisme des entreprises chez lesquelles on est allé. Je tenais à rappeler aussi, on a beaucoup parlé gestion de déchets et focus emballage, mais l'éco-conception, ce n'est pas seulement ça. Et il y a aussi, les entreprises ont entamé déjà ce virage du développement durable avec des actions donc, depuis l'amont, avec le sourcing sur les matières premières et notamment les méthodes de production qui évoluent, que ce soit agriculture raisonnée ou certains pensent à la certification organique ou à l'agriculture biologique. Et aussi la maîtrise des flux, donc tout ce qui est gestion des effluents et des déchets organiques, des biodéchets. Donc peut-être un appui aussi, un axe de travail sur une formation sur le compostage, une mise en relation avec des acteurs qui mènent déjà des actions sur ce niveau-là, et aussi le traitement des eaux usées sur le process. Voilà, merci. Oui, et en plus, on a vu que dans la volonté du gouvernement, c'était d'aller vers du compost aussi, donc c'est en lien un peu avec ce que peuvent faire les entreprises, mais c'est bien d'arriver à faire ces connexions, et je pense que voilà, l'AM contribuera à ce genre de passerelle. Et la dernière slide, juste, c'est une slide de conclusion, mais c'est un peu pour vous dire que voilà, l'éco-conception et l'économie circulaire, c'est vraiment agir à tous les niveaux pour réduire ces déchets. Donc on a beaucoup parlé d'emballage et de plastique, mais c'est pas que ça. Et c'est vraiment voilà, un travail au niveau des entreprises avec la limitation et le contrôle de leurs matières premières qu'elles utilisent. Et donc la question c'est comment le pouvoir public aussi peuvent motiver ces entreprises qui font des efforts du coup à aller plus loin dans l'allègement de leurs emballages ou dans la sélection de produits locaux, etc. Il faut pouvoir les récompenser et pouvoir les motiver. Il y a la traçabilité et la connaissance du devenir des déchets mis sur le marché. Donc on peut contrôler les déchets qu'on fait en entreprise. C'est plus difficile de contrôler les déchets qu'on met sur le marché. Ça va chez le consommateur. Donc là, c'est vraiment organiser vraiment la collecte. On a vu que les pouvoirs publics, là aussi, essayer de mettre à disposition donc, des poubelles, expérimenter ça. Il y a déjà des points de collecte volontaires qui existent. Donc c'est s'appuyer sur ça. Ça rejoint mon troisième point qui est donc, voilà, soutenir les maillons actifs des collecteurs, des recycleurs donc, qui font déjà ce travail-là.
recycleur, c'est aussi recycleur, vous, entreprise, celles qui ont la possibilité de pouvoir faire du recyclage en interne, pouvoir absorber, si le déchet est d'une bonne qualité, du coup le considérer comme une matière première et de pouvoir vraiment l'absorber et le re-injecter sans que ça fasse de la sortie du territoire et de la re-rentrée du territoire. C'est voilà, une boucle circulaire en local. Et puis enfin, un gros point, la sensibilisation des consommateurs. Effectivement, on ne peut rien faire sans eux. L'apport volontaire, c'est eux. Enfin voilà, le bon tri, le bon geste, c'est eux. Donc voilà, tout part, en tout cas tout ce qui est mis sur le marché, ça passe entre leurs mains. Donc il faut vraiment pouvoir les sensibiliser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose au niveau national. Et c'est aussi savoir comment les motiver et les motiver à ramener leurs déchets, les motiver à avoir des déchets propres. Voilà, donc c'est toute une organisation autour de ces 4 points qui est hyper important pour pouvoir faire en sorte que l'économie circulaire fonctionne. Et je veux réinsister parce qu'on a beaucoup parlé de data tout à l'heure avec Riyad, mais la collecte de données est hyper importante. Aujourd'hui, on parle de plastic ban, donc c'est passer de un tout plastique à du zéro plastique, ce qui est hyper ambitieux en très peu de temps. Voilà, par contre, objectiver une diminution de plastique de tous les X temps, 3 ans, 5 ans, avec des objectifs clairs, c'est beaucoup plus facile, ça donne du temps à la transition pour les entreprises. Par contre, il faut partir effectivement de l'état des lieux, et cet état des lieux, bon, je vois qu'il commence à être fait, mais je pense qu'il peut être encore amélioré, de l'état des lieux en local, l'état des lieux de l'import, pour pouvoir chaque année diminuer sur chaque filière et sur chaque matière. Voilà, c'est tout pour nous, on est un peu désolé. Merci beaucoup. J'allais dire applaudissez, mais pas le faire. Bravo. Je disais à Jérôme, super équipe. Il me dit, je sais, je suis très fier de mon équipe, donc nous on est très fiers de travailler avec ton équipe, dont tu es très fier. Merci. Pour nous, enfin, ça préparera sûrement la suite avant que je rende l'appareil au maître de cérémonie. Non, nous, ça nous prépare la suite, c'est-à-dire que vous avez entendu plusieurs pistes de travail, mais c'est surtout un partenariat long terme qu'on voudrait avoir avec Calitropic, parce qu'on voit cette richesse qui est à proximité en termes de technicité, et donc de pouvoir s'appuyer sur vous pour faire monter nos entreprises volontaires, c'est essentiel pour l'avenir. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin sur le parcours Calitropic. Merci encore à vous, Michael. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de ce premier créneau qu'on avait vraiment sur le club économie circulaire, 13h30, 15h30. On aura une petite pause pour ceux qui ont bien prévu de rester avec nous à 16h. On redémarre bien à 16h. On pourra entendre Jérôme justement sur Calitropic et la bioéconomie. J'en dis pas plus, comme ça Jérôme pourra tout détailler. Moi j'ai peut-être trois dernières choses à dire. La première, la recommandation que nous a laissée Calitropic, augmenter le taux de collecte. Et il se tourne vers nous en disant, Virginie dit, IBM, AMM, comment faire pour augmenter le taux de collecte. Voilà, moi j'ai commencé à m'en parler depuis début 2020. J'ai eu un moment de découragement et Caroline est venue me booster un peu. Donc je le dis, il n'y a pas à sortir de là, et vous êtes les opérateurs économiques, je suis représentant en business Mauritius. On ne pourra pas augmenter le taux de collecte sans développer des filières à responsabilité élargie producteurs-importateurs. Donc à un moment donné, nos champions viendront nous voir, et ça c'est clair par rapport à ceux qui importent ces produits ou ceux qui mettent sur le marché in fine ces produits. Si on veut que ces emballages reviennent comme des produits et non pas comme des déchets dans une boucle, il va falloir que cette responsabilité soit assumée et que cette fameuse éco-part, éco-contribution soit payée quelque part. Voilà. Riyad nous l'a démontré, je leur ai dit, il y a un coût pour que la matière reste matière. Et ça, il faudra que, à la fois pouvoir public, autorités privées et consommateurs le réalisent. C'était le premier point, donc filière REP, on n'en sortira pas. En tout cas, ça restera mon motto. Et Caroline, si jamais ça change, rappelle que je te permets de ramener à la barre. Deuxième point, c'est pour dire que, oui, je l'ai dit tout à l'heure, le Calitropic vous présente bioéconomie à 16h. Moi, je ne pourrais pas rester totalement avec vous, donc je fais mon troisième point tout de suite, qui est le remerciement. Je suis juste réquisitionné sur une radio, je ne citerai pas, mais donc au final, je partirai à 17h. Mais donc, des remerciements à tous ceux que vous avez vus par mail, mais pas vus sur l'estrade. Kelly, Vimal, pour Business Mauritius, merci beaucoup. Toute l'équipe de l'AMM que je cite, si je me souviens bien, des prénoms Yann, Tana, Samuel, Anya, Yannick, Marie-Noël, merci beaucoup.
Et je te confie une autre mission, c'est que quand on va sortir un petit peu pour se dégourdir les jambes, tu prends une photo, cette mission-là avec nous dans les photos du club. Et remerciements aussi à toute l'équipe d'Icos Production qui nous a accompagnés pour la gestion sur place, à distance, le live. On sait tous que c'est des moments complexes pour le secteur de l'événementiel. Merci et bon courage. Merci à tous. La photo en prono. Sì,